Jeunesse et maturité. Le passage que nous venons de citer montre comment la révélation de la pensée la plus abstraite s'enracine dans une perception concrète et enfantine, ce qui nous renvoie indirectement à quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. La plupart des textes de Benjamin ont été écrits pendant sa jeunesse, à un âge où Nietzsche, par exemple, en était à formuler confusément ses intuitions. Rien de semblable chez Benjamin. Presque dès le début, ses textes sont d'une ahurissante maturité. L'essai sur Hölderlin, dont les concepts devancent la critique la plus moderne, date de 1914, époque où Benjamin avait 22 ans. Celui sur le langage date de 1916, et la tâche du traducteur de 1921. Benjamin avait alors 29 ans. L'essentiel de l'œuvre a été écrit entre 20 et 40 ans. Extrême jeunesse, extrême maturité. La seconde faisant parfois oublier la première. Voilà ce qui caractérise aussi l'écriture de Benjamin, et n'est pas sans rapport avec l'intérêt qu'il portait à la jeunesse. Il a écrit une métaphysique de la jeunesse et à l'enfance. Cela n'est pas sans rapport avec ce qu'il y a de fragmentaire, d'inachevé dans ses écrits. Il faut lire la tâche du traducteur en gardant à l'esprit que son auteur est encore assez jeune, jeune aussi dans la traduction, puisqu'il n'a traduit qu'une poignée de poèmes de Baudelaire. Le concept et l'image. La pensée de Benjamin se déploie dans une dimension d'extrême conceptualité. Nous reviendrons dans un instant sur l'opacité propre à cette conceptualité. Mais ce qui la distingue avant tout est l'apparition en elle d'images fondamentales, tout aussi opaques. Benjamin pense aussi par images, et celles-ci viennent pour ainsi dire étayer sa pensée. Il a parlé dans une enfance berlinoise des images et allégories qui règnent sur ma pensée, comme les cariatides des logias sur les cours du vieil ouest de Berlin. La tâche du traducteur est riche en images qui se détachent nettement sur le fond d'un mouvement de pensée très abstrait. De là la nécessité d'élucider non seulement le labyrinthe conceptuel qu'est la réflexion de Benjamin, mais d'illuminer les images qui l'émaillent. Il en va de même pour le texte de sens unique déjà cité, où le rapport du commentaire et de la traduction à l'œuvre est à la fois fixé conceptuellement et sans explication, sans explicitation et métaphoriquement. De fait, ce texte est l'un des meilleurs exemples de l'écriture de Benjamin. Pour nous, il pose la question: pourquoi l'essence de la traduction semble-t-elle pouvoir être mieux éclairée par des images que par des concepts? Pourquoi est-elle si souvent définie, et non seulement chez Benjamin, par des métaphores? Cependant, métaphores et images ne font pas que la définir. Ici, elles la définissent de manière opaque, obscure. L'obscurité et l'illumination. Tout lecteur de Benjamin ne peut manquer d'être frappé par l'obscurité de ses textes. À la limite, on ne les comprend jamais entièrement. Pourtant, les textes de Benjamin sont illuminants. De quelle nature est cette illumination liée substantiellement à l'obscurité? Cela reste énigmatique. Il y a chez Benjamin une volonté d'ésotérisme, mais de cette volonté, il n'est pas maître. Même si, d'une certaine façon, il en fait la théorie, on peut relier cet ésotérisme à plusieurs facteurs. Le premier est que Benjamin ne rattache pas son écriture à un enseignement, malgré l'existence d'interlocuteurs comme Scholem, Hofmannsthal ou Adorno. Sa pensée se déploie dans la solitude. Elle est pour ainsi dire enfermée en elle-même. À cet enfermement correspondent deux catégories essentielles chez Benjamin dans sa vie comme dans son œuvre, le secret et le mystère. Elles apparaissent comme telles dans ses écrits. Très tôt, il écrit à Buber: toute opération salutaire que produit un écrit est fondée dans son mystère, celui du mot, celui du langage. Ailleurs, dans sa thèse sur le drame baroque allemand, il dit: la vérité n'est pas le dévoilement qui détruit le mystère, mais la révélation qui lui rend justice. Ces quasi-sacralisations du mystère du langage comme un mystère ne contredit pas la volonté de dialogue, mais elle rejette la communication au sens courant, laquelle se fonde sur l'assumption de lieux communs. Pas de lieu commun chez Benjamin, pas d'effort pour ouvrir sa pensée au lecteur. Dans la même lettre à Buber, il écrit: mais du point de vue de la production d'un effet, qu'il s'agisse de littérature poétique, prophétique, objective, je ne puis la concevoir que comme magique, c'est-à-dire non médiatisable. Si variées que soient les formes selon lesquelles le langage peut se montrer efficace, il ne l'est pas en communiquant des contenus, mais en produisant au jour de la manière la plus limpide sa dignité et son essence. Autrement dit, il faut souligner le mot limpide qui revient maintes fois chez Benjamin à propos du langage. Le langage ne s'accomplit que comme reine Sprache, rein, pur, indiquant ici le
le refus de rien communiquer, de rien exprimer, de rien signifier, le refus d'entrer dans la sphère du référentiel. Mais le langage comme langage pur existe sur le mode du mystère, et pour autant qu'il s'agit de la magie. Corrélat inattendu du concept de mystère est celui essentiel chez Benjamin de magie, le mot peut surprendre. Magique est ce qui exerce un effet sans aucune médiation. Tous les textes de Benjamin sont écrits à ce niveau, le langage est magique, c'est-à-dire sans la médiation de raison et l'éclaircissement. Il traite les concepts en les rendant d'abord opaques, c'est-à-dire en les soustrayant à la sphère des lieux communs. Dans un deuxième temps, il les rend plus parlants ou plus illuminants. Benjamin emprunte presque toutes ces catégories à la tradition, mais les travaille de telle façon qu'elles deviennent pratiquement indécodables et hermétiques. Au sein de cet hermétisme, ces textes irradient. Benjamin était tout à fait conscient de ce trait de sa pensée. Il s'en est expliqué à Hofmannsthal. J'ai essayé il y a des années de dégager les vieux mots de destin, de caractère, de leur servitude terminologique, et de saisir comme actuelle leur vie originelle selon l'esprit de la langue allemande. Mais ces mêmes me fait voir aujourd'hui de la manière la plus limpide à quelle difficulté non surmontée se heurte pareille avancée. Là en particulier où l'intelligence s'avère incapable de briser la dure carapace du concept. Elle se trouve tentée, pour ne pas régresser dans la barbarie d'un langage stéréotypé, non tant de creuser que de percer la couche la plus profonde du langage et de la pensée. Cette excessive volonté théorique endommage indubitablement cet article conjectural, destin et caractère, et je vous prie de me croire sincèrement si en ce sens je trouve en moi la cause de certaines de ces obscurités. En d'autres termes, il s'agit de donner au mot une aura. Dans l'aura s'unissent la clarté et l'obscurité. Benjamin parle à propos de Friedrich Schlegel de terminologie mystique. Cela vaut également pour Benjamin, surtout si l'on entend dans le mot mystique le mot mystère. Cette terminologie est organisée selon le modèle d'un labyrinthe inachevé. Torse et fragments, mènent et divers, jeunesse et maturité, images et concepts, obscurité et illumination. Il convient de garder présente à l'esprit ces 5 dimensions, car on les retrouve presque toutes dans la tâche du traducteur, et cela d'autant plus que certains critiques s'en sont pris à ce qu'ils appellent le caractère cryptique de ce texte, n'y voyant qu'un déguisement dissimulant des banalités. Cryptique, la tâche du traducteur l'est dans un sens particulier, celui que Nicolas Brahm et Maria Torok ont donné à la notion de crypte. La tâche du traducteur est une crypte, dans la mesure où l'essence de la traduction s'y trouve à la fois montrée et cachée. Faire d'un texte sur la traduction une crypte, scellant son essence. Telle est la manière, pour Benjamin, de correspondre à ce qu'il a appelé dans son doctorat sur le romantisme allemand la nature infiniment énigmatique de la traduction. C'est du caractère cryptique de son texte que surgit la nécessité d'un commentaire. Celui-ci est la seule manière de rendre justice à l'obscurité de la tâche du traducteur. Aujourd'hui, ce texte est souvent cité comme une vérité première. Or, on ne peut le citer car aucune de ces affirmations ne peut être détachée sans aussitôt devenir gratuite et sans fondement. La tâche du traducteur n'est ni citable ni résumable, mais elle est commentable. Cette non-citabilité, cette non-résumabilité et à l'inverse cette commentabilité constituent des dimensions essentielles du texte dont il faut tenir compte dans l'analyse de son contenu. Benjamin traducteur. Benjamin entretient un triple rapport à la traduction. Il s'intéresse à la traduction, nous l'avons entrevu dans le cadre de ses réflexions spéculatives sur le langage et l'art, mais il s'y intéresse aussi en tant que lecteur de traduction. Sa correspondance montre qu'il a lu de près les traductions de grec de Hölderlin, que l'Allemagne redécouvrait alors, et celles des romantiques allemands dont il connaissait à fond le monde spirituel. Il a aussi les traductions de Stéphane George, Baudelaire, Shakespeare, Dante. Et l'on peut dire que les traductions de Hölderlin et de George forment l'horizon de toutes ces traductions et réflexions sur la traduction. Enfin, il a lu, année après année, les traductions que son ami Scholem faisait de l'hébreu, fragments de la Bible, texte d'Agnon. Et c'est même à propos des traductions de Scholem qu'il a précisé pour la première fois en 1917 sa vision de la traduction. En principe, il ne serait pas impossible que deux langues passent dans une sphère unique. C'est au contraire cela qui constitue toute grande traduction et qui explique le tout petit nombre de grandes traductions. Hölderlin a déployé, fidèle à l'esprit de Pindar, la même sphère où se rejoignent l'allemand et le grec. Son amour pour l'une et l'autre langue n'était qu'un seul,
Mais pour vous, la langue allemande ne vous est pas aussi proche que l'hébreu, et par là, vous n'êtes pas le traducteur attitré de cantiques, du cantique, des cantiques, alors même que cet esprit de respect et de critique a fait de vous le contraire d'un incompétent. Il faut ajouter qu'il a également lu les tentatives de traduction de la Bible de Buber et Rosenzweig, en les jugeant négativement. Son troisième rapport à la traduction est à l'évidence dans l'acte même de traduire. De 1914-15 à 1921, Benjamin traduit Baudelaire. Cela aboutit en 1923 à la publication de la traduction des tableaux parisiens et de la tâche du traducteur qui en est le prologue. Cette publication, sur laquelle nous reviendrons, signale pour lui le début de ses années de traduction. Proust, en collaboration, l'Anabase de Perse, Ursule Mirouet de Balzac, Zara, Bloy, Yuando. Benjamin devient traducteur du domaine français. Toutefois, il s'en faut de beaucoup pour que cette activité l'enthousiasme, au même titre que son travail critique, qui se développe également à partir de ce moment-là. Pourquoi ? La traduction de Baudelaire s'avère être un échec, à ses yeux comme aux yeux de ses interlocuteurs proches. Dans la lettre de Hofmannsthal, déjà citée, Benjamin tente de préciser les raisons de son échec. De mes premières tentatives de traduction des Fleurs du Mal, jusqu'à l'impression de l'ouvrage, 9 ans ont passé, temps qui m'a donné la possibilité d'améliorer bien des choses, mais qui m'a aussi fait voir, en sa dernière étape, ce qui, bien qu'insuffisant, n'était désormais plus susceptible d'aucune amélioration. Ici, j'ai en tête le fait, aussi simple que de grand poids, que la traduction est, sur le plan de la métrique, naïve. Par là, je vise moins la qualité métrique des traductions effectuées que le fait de n'en avoir pas soulevé le problème, au sens où, dans la préface, je l'énonce pour la littéralité. Je suis convaincu que dans une traduction des Fleurs du Mal, seule finalement une attention très réfléchie à la métrique fait sentir avec plus d'intensité que je n'y ai réussi le style de Baudelaire, que j'aimerais qualifier de baroque de la banalité. Du fait, il suffit de lire sa traduction de quelques beaux poèmes baudelairiens pour voir combien le travail de Benjamin reste formel et quasi scolaire, surtout si on le compare à celui de George. La traduction de Proust est commencée le plus souvent sans joie dans la correspondance. Il s'agit tantôt pour Benjamin d'un pénible pensum. Au fond, écrit-il à Cholem, Proust me taraude. Tantôt d'une confrontation improductive, tantôt d'une entreprise vaine, car il considère que l'essentiel de cet auteur ne peut être transmis en allemand. Ainsi écrit-il à Hofmannsthal, sans revenir sur la difficulté que comporte de manière générale toute traduction. Les limites de la traduction de Proust me semblent rigoureusement tenir en ceci que les périodes proustiennes longuement soutenues, qui communiquent à l'original une bonne part de son caractère spécifique, par toute la tension qu'elles créent dans l'esprit, même de la langue française, ne peuvent avoir cet effet en allemand, par une trame pareillement serrée et remplie de surprises, de telle sorte que pour le lecteur allemand, cela même qui pourrait compter le plus dans Proust est très difficilement transposable dans sa langue. À un moment, Benjamin songe à écrire un texte intitulé « En traduisant Marcel Proust », où il réfléchirait sur sa traduction, mais ce projet se transforme en réflexion sur l'œuvre de Proust, non sur sa traduction. Tout se passe comme si la passion spéculative qu'il portait à la traduction en général, comme si l'intérêt brûlant qu'il portait aux traductions de Hölderlin disparaissait dès qu'il se trouve confronté au travail concret de la traduction. Celle-ci apparaît alors comme une besogne pénible, stérile et seconde. D'où ces lignes adressées à Rilke, frappantes de platitude. Je suis très heureux de pouvoir travailler efficacement à lier les littératures allemandes et françaises. Le chemin de la traduction, surtout d'une œuvre aussi revêche, est à coup sûr l'un des plus difficiles qui mène à ce but, mais pour cette raison même bien plus légitime aussi que celui par exemple du reportage, et celle surprenante chez l'auteur de la tâche du traducteur, adressée encore à Hofmannsthal. Il est clair pour moi, je crois, que tout travail de traduction, à moins d'être entrepris à des fins pratiques très évidentes et très pressantes, le modèle en est la traduction de la Bible, ou avec l'intention d'études strictement philologiques, conserve nécessairement un air d'absurdité. Une chose est claire, tant que Benjamin écrit sur la traduction à partir de son horizon métaphysique, la traduction lui inspire des réflexions fondamentales. Mais dès qu'il écrit à partir de son expérience de traducteur, son intérêt semble retomber. Lui qui fustige une universitaire allemande pour avoir taxé la traduction de production seconde, y voyant une infamie,
dit la même chose lorsqu'il parle à propos de sa traduction de Proust de confrontation improductive. Si bien que l'on peut qualifier Benjamin de traducteur, si au traducteur appartient la pulsion de traduire. Cette pulsion n'apparaît nulle part chez lui, ni l'ambition corrélative. Apparaît par contre l'ambition de devenir, comme il écrit curieusement en français à Scholem, le premier critique de la littérature allemande.